On m'a chargé de faire un mot de bienvenue, très court, quelques minutes. Et en fait, je prends ça très au sérieux, d'abord en vous saluant, en vous remerciant d'être là, en saluant évidemment nos invités. C'est important qu'ils soient là, parce que c'est ceux qui travaillent sur ces sujets, sur les questions d'impunité, et plus globalement, c'est les problèmes entre la justice pénale internationale et là où le politique. Et c'est un sujet que je trouve très important. C'est pas les mêmes temporalités, mais c'est pourtant d'une importance capitale. Et je dis ça avec une certaine colère quelque part, parce que je suis un peu ces dossiers depuis un certain nombre presque d'années, et je vois à quel point ces questions de justice pénale internationale, y compris dans ces dimensions internes, en termes de compétences universelles par exemple, sont très largement marginalisées. Et on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Le politique les écarte le plus souvent. Et aujourd'hui, on est évidemment en face d'une situation très particulière, avant de parler de la Syrie, mais on est dans une situation où, à Gaza, maintenant au Liban, il y a probablement, je dis ça de manière mesurée, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ou en tout cas, je m'appuie sur un texte très précis, qui est celui de Karim Khan, qui est le procureur de la Cour pénale internationale, et qui a demandé à la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, il y a maintenant plusieurs semaines, de lancer des mandats d'arrêt contre Sinwar, qui est le chef du Hamas maintenant, contre Netanyahou, qui est le Premier ministre, ainsi que son ministre des Affaires de Défense, qui est Yvon Galland. Et j'étais à la Cour pénale internationale il n'y a pas très longtemps, et j'essayais de comprendre pourquoi ça tardait tant. Et en fait, la Cour pénale internationale est aujourd'hui soumise à des pressions extrêmement importantes de toute nature, avec les amici curiae, comme on dit, qui sont pas vraiment les amici curiae. Et puis, plus récemment, Israël a, de manière assez étonnante d'ailleurs, a envoyé une lettre importante à la CPI. Et tout ça, pourquoi? Pour faire en sorte que on oublie ces mandats d'arrêt qui ne soient pas lancés. S'ils ne l'étaient pas lancés, ces mandats d'arrêt, ça serait grave pour la justice pénale internationale. Et ça serait grave, évidemment, pour la Cour pénale internationale elle-même. Donc on est dans un moment tout à fait important, peut-être de bascule, entre ces deux éléments qui sont d'un côté la souveraineté des États, la toute-puissance des États, la domination du politique, et puis la nécessité de la justice pénale internationale, qui, il faut le rappeler, est finalement très récente. Et il y a des gens qui se battent pour faire en sorte, justement, qu'il y ait une effectivité de la justice pénale internationale. Et le débat d'aujourd'hui est tout à fait articulé sur ces points. Un premier débat qui sera sur les questions juridiques, et puis un second débat qui sera plus politique, c'est-à-dire quid d'une normalisation d'un État qui a fait ce que vous savez. Voilà. Et donc je trouve que c'est un moment important de réflexion, mais en même temps un moment de réflexion qui se situe à un moment des relations internationales, de la conjoncture internationale, qui me paraît particulièrement, comment dirais-je, douloureux aujourd'hui. On est à un point de bascule et on ne sait pas comment ça va tourner. Jusqu'à maintenant, c'est toujours le politique qui l'emportait, mais pas systématiquement. Voilà, je m'arrête là. C'est pas à moi de parler, c'est à ceux qui savent. Je laisse à Léla Bourguiba le soin d'animer ce débat. Merci beaucoup Jean-Paul. Et effectivement, nous allons parler du volet juridique sur cette table ronde. Alors en 1998, de nombreux États affirmaient que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis en ce qui menace la paix, la sécurité et le bien-être du monde. Et ces termes, ce sont les termes du préambule du statut de la Cour pénale internationale. Jean-Paul vient d'en parler. Et loin d'être la seule actrice de cette justice pénale internationale, ni son aboutissement, la CPI demeure, et c'est ce que Jean-Paul vient de dire, demeure certainement la figure la plus visible et la plus emblématique. Pourtant, depuis 2011, des milliers de Syriens et de Syriennes sont victimes des crimes les plus graves, les plus atroces, précisément ceux pour lesquels la CPI a été créée. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Pour beaucoup, son incapacité à se saisir de ces faits est incompréhensible. Alors, rappelons juste pour la clarté de cette table ronde que la CPI peut être saisie soit par un État parti au statut de Rome, soit par le procureur, à condition que les crimes ont été commis sur le territoire d'un État parti ou par un ressortissant de celui-ci. On ajoute une autre possibilité lorsque l'État lui-même accepte la compétence de la Cour sur une situation particulière. C'est pas le cas pour la Syrie. Donc ces conditions ne sont pas remplies en ce qui concerne la Syrie. Mais il y avait une autre possibilité qui était prévue par le statut. La possibilité d'un renvoi de la situation par le Conseil de sécurité sur la base du chapitre 7 de la Charte.
Et c'est ce qui a déjà eu lieu s'agissant de la situation en Libye ou de la situation au Darfour, Soudan. Mais ça n'a pas été le cas non plus pour la Syrie, un échec. Alors, plusieurs projets ont pourtant été déposés depuis 2011, notamment par la France. Mais comme vous savez, le droit de veto peut faire obstacle aux résolutions. Pardon. La Chine et la Russie y ont eu recours. Et entre 2011 et 2016, ce sont pas moins de 12 vétos russes qui ont fait obstacle à la saisine de la Cour pénale internationale. Alors pour beaucoup, la question aurait pu s'arrêter là, mais elle s'arrête pas là puisque cette table ronde existe. Bachar al-Assad est encore au pouvoir, certes, le régime n'a aucune intention de poursuivre l'ensemble des crimes qui ont été commis, et la Cour ne pouvant être saisie, pour certains, c'est l'impunité qui prévaut. Avec cette table ronde, on vous propose d'explorer d'autres mécanismes de cette justice pénale internationale qui sont à l'œuvre s'agissant de la Syrie, à deux niveaux, un niveau international avec la créativité de la communauté internationale, créativité avec la création en 2016 par l'Assemblée générale des Nations Unies, donc une façon de contourner le veto au Conseil de sécurité, du mécanisme international impartial et indépendant, je cite le titre, mécanisme international impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d'aider à juger les personnes qui en sont responsables. Et au niveau national également. De manière générale, aujourd'hui, il y a plus de procès, de procédures pour crimes internationaux devant les juridictions nationales que devant les juridictions internationales. S'agissant de la Syrie, plusieurs États, plus d'une dizaine, sont particulièrement actifs et coordonnés, notamment dans le cadre de plateformes d'échange comme Eurojust, et je pense que Clémence Bechtart reviendra dessus. Et les poursuites se sont principalement faites sur la base de ce qu'on appelle la compétence universelle, mais pas que, nous y reviendrons. Alors, l'ensemble de ces mécanismes sont-ils aujourd'hui suffisants? Permettent-ils de lutter efficacement contre l'impunité des crimes commis par toutes les parties au conflit en Syrie? Permettent-ils aux Syriens et aux Syriennes, victimes et témoins, de faire entendre leur voix? L'écho de leur voix atteint-il aussi les victimes en Syrie, qui vivent encore aujourd'hui sous le joug du régime Assad? Et quelles en sont les avancées et les défis auxquels ces mécanismes font encore face ou auxquels ils répondent? Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir sur cette table ronde deux éminents intervenants que je remercie chaleureusement d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation. Maître Clémence Bechtart, qui est avocate au barreau de Paris, coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la FIDH et coprésidente de la coalition française pour la CPI. Maître Clémence Bechtart représente, et j'insiste aussi, accompagne les parties civiles syriennes devant les juridictions françaises. Elle reviendra sur les poursuites au niveau national et notamment sur le premier procès tenu en France en mai dernier contre des dignitaires du régime syrien, un procès par contumace, elle vous l'expliquera, en l'absence des trois accusés, un procès qui a permis de mettre en lumière le système carcéral, là je cite, le système carcéral où la torture est industrialisée et la colonne vertébrale d'un régime qui veut exercer un contrôle absolu sur la société pour se maintenir. Ce sont les propos de l'universitaire Ziad Majed qui était présent aussi lors de ce procès. Et monsieur Robert Petit, qui a été nommé cette année à la tête du mécanisme, et qui a une longue expérience, est-ce que je peux dire plus de 30 ans d'expérience en justice pénale internationale, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international, aux chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, au tribunal spécial pour la Sierra Leone, entre autres. Et nos routes se sont croisées lorsque vous étiez l'avocat principal et chef de l'équipe de la section des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre au département de la justice du Canada. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation également. Donc voilà, on est bien accompagnés pour cette table ronde et j'espère qu'on aura des échanges, et j'en suis certaine, des échanges fructueux avec les personnes qui sont présentes dans la salle et certainement quelques personnes qui sont en ligne. Tout d'abord, monsieur Robert Petit, nous l'avons précisé, la Cour pénale internationale n'est pas compétente, mais il y a des mécanismes au niveau international qui documentent, enquêtent sur les crimes commis en Syrie. Le mécanisme en fait partie. Est-ce que vous pourriez revenir sur pour la compréhension de toutes et tous ici dans la salle et en ligne sur le mandat du mécanisme, son mode de fonctionnement, mais surtout comment est-ce qu'il apporte un soutien de manière très concrète aux juridictions nationales qui ont ouvert des procédures. Avec plaisir. Et merci beaucoup pour l'invitation et ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Effectivement, comme Léla l'a mentionné un peu, le mécanisme international, etc., le M3I, a représenté une solution inédite à l'époque et toujours en fait, lorsque
l'impunité fait face, enfin est soutenue par l'opposition politique pour ce qui est des crimes de masse. Comme on l'a dit, il y avait, puisqu'il n'y a pas de juridiction au niveau national possible, il n'y avait que très peu d'avenues au niveau international pour une justice pour la Syrie. Un conflit qu'on a dit qui était peut-être le plus documenté du 20e siècle, en fait de l'histoire probablement, on se rappelle tous. Et donc, il y avait une pression énorme pour faire quelque chose, mais effectivement, au niveau du Conseil de sécurité, vu les intérêts politiques, les positions politiques de certains pays, ce n'était pas possible. De même que la création de tribunal international qui relèvera en même temps du Conseil de sécurité, ce n'était pas possible. Cependant, l'Assemblée générale, qui elle vote par majorité simple et qui représente tous les États membres des Nations unies, elle a effectivement, sous l'initiative du Liechtenstein, avec comme co-supporter le Qatar, ont présenté une résolution à l'Assemblée générale. Si on avait beaucoup de temps, de façon très épique à l'époque, en 2016, pour effectivement créer quelque chose de tout à fait nouveau, une première, soit, comme l'a dit le secrétaire général à un moment donné, un quasi-parquet pour effectivement rendre compte de la responsabilité pour les crimes commis en Syrie. Et on a parlé tantôt du veto là, de la Russie, entre autres, au Conseil de sécurité. Eh bien, donc, contournant ça, on va à l'Assemblée générale et 105 pays appuient la résolution présentée par le Liechtenstein, et soutenue donc par le Qatar. 15 s'y opposent, dont évidemment la Chine et la Russie, et 52 s'abstiennent. Donc, quand même un soutien important qui perdure malgré les aléas de la politique et malgré aussi les demandes en termes de responsabilité, mais qui perdurent. Et effectivement, la résolution, et si vous me permettez, ça permet de bien cadrer le mécanisme, là. La résolution crée le mécanisme international impartial et indépendant, chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d'aider à juger ceux qui en sont responsables. Donc, une juridiction ouverte à partir de mars 2011 qui n'a pour objet que les crimes. Donc, pas de groupe identifié, simplement les crimes en violation du droit international. Et je souligne donc aussi une juridiction ouverte, c'est-à-dire en temporel, donc à partir de mars 2011, et d'autre part, le mécanisme lui-même n'a pas une date de péremption. Donc, tant qu'il n'y aura pas un autre vote de l'Assemblée générale décidant de nous fermer, en termes juridiques, en tout cas, on continue. Le mécanisme, donc, devra, et je cite encore, constituer des dossiers en vue de faciliter et de diligenter, des procédures pénales équitables, indépendantes et conformes aux normes du droit international devant des cours ou tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux qui ont ou auront juridiction pour connaître des crimes conformément au droit international. Et donc, une juridiction un mécanisme qui doit appuyer des juridictions qui existent maintenant ou qui existeraient dans le futur. Et donc, comme je vous dis, une juridiction ouverte. Le mécanisme a donc un mandat de collecter toutes les informations, la preuve, de la préserver, de la rassembler dans un premier temps. Et j'oublie toujours le chiffre, mais on en est maintenant à 3 quelques millions de pièces dans nos répertoires, représentant je ne sais pas combien de tétrabytes, ça c'est enfin beaucoup. Et on a ce holding, enfin m'excuse, je faisais la remarque tantôt que c'est toujours agréable d'avoir une opportunité de présenter sur ce sujet en français, mais il y a un peu de rouille, il y a un peu de, vous m'excuserez. Cette quantité d'informations, on la doit en grande partie à la relation qu'on a établie avec la société civile syrienne, avec ses membres, ses organisations, aussi avec les représentants des survivants et victimes, qui, avec des accords que l'on conclut de manière ad hoc avec chacune d'eux, nous ont donné accès à
une somme d'informations, souvent à leur grand risque personnel, mais qui c'est essentiel pour notre travail. Et qui d'ailleurs représente, j'espère qu'on pourra en parler un peu plus, quelque chose d'inédit en termes de justice pénale internationale. Donc, de ramasser cette information-là, de la transformer en preuve, qui est deux choses différentes, et de préparer des dossiers qui effectivement pour, d'une part, se préparer à des juridictions futures et d'autre part, soutenir des juridictions présentes. C'est un mécanisme dont la première procureure était une magistrate française, qui est toujours magistrate, je pense, Catherine Marquet-Huel, que je connais puisqu'elle aussi a fait un peu le circuit, comme moi, et qui a maintenant pris sa retraite. Elle et son équipe ont mis sur place vraiment quelque chose d'impressionnant parce qu'il n'y avait pas de blueprint, il n'y avait pas d'exemple, de précédent. Alors, ils ont créé quelque chose de toute pièce, sachant, on peut créer un parquet, ça on le fait, mais quand on n'a pas vraiment un pouvoir d'arrestation ou un pouvoir de coercion, c'était quelque chose de vraiment impressionnant de voir comment ils ont développé le mécanisme. Et en se préparant, comme je le disais, à soutenir des juridictions futures, donc en développant des lignes d'enquête sur des centres, entre autres sur le centre de détention, le système carcéral syrien, qui a donné lieu à un rapport dont peut-être je reviendrai, sur aussi les attaques contre la population civile, plus spécifiquement les attaques utilisant des armes chimiques, et une troisième ligne d'enquête qui continue sur les crimes de Daesh et qui est d'autant plus important maintenant que la fermeture de UNITAD est maintenant avérée depuis septembre. D'autre part, en préparation, à part la préparation pour une juridiction future, nous avons effectivement le mandat d'assister des juridictions compétentes qui maintenant, avec la compétence universelle, eux, effectivement, représentent la seule avenue pour la justice pour la Syrie, pour le moment en tout cas. Donc, effectivement, ce que l'on fait, c'est en coopération avec les juridictions nationales, on prépare des dossiers à un niveau de justice pénale. Donc, contrairement par exemple à une société civile, peu importe, on a un mandat des Nations Unies qui donne une certaine quand même crédibilité à nos dossiers, et on les prépare à un niveau de justice pénale qui fait en sorte que les juridictions peuvent être confortées que ce que l'on donne pourra être utilisé, évidemment en respectant le cadre législatif national, mais pourra être utilisé à un standard juridique, ce qui est encore une fois inédit. Donc, et vous m'excuserez pour la validation de ce que je viens de dire par rapport aux langues, mais effectivement, la présentation pour le moment est en anglais. Mais on a pu appuyer, entre autres, toutes ces juridictions et ces juridictions. Bon, notre travail est évidemment confidentiel. Hein? La confiance, on se doit d'être confidentiel, ça fait une partie de la relation de confiance que l'on a avec les États. Mais certains des États nous ont permis nous ont permis de reconnaître l'assistance qu'on avait utilisée, qu'on avait apportée dans leur poursuite, dont entre autres ces 6 pays, ces 4 pays et une juridiction. Depuis la création du mécanisme, on a reçu 359 demandes pour assistance judiciaire. Donc, un pays, une juridiction, un parquet ou des juges d'instruction demande au mécanisme, est-ce que vous auriez des informations par rapport à X, que ce soit un individu, une personne, etc., un individu ou un endroit, un crime particulier. De ces 59 requêtes pour assistance, on a pu assister, je pense que c'est à date mes chiffres, on a pu assister 288 répondre donc positivement à 288 de ces requêtes-là. Et ces requêtes représentent 207 dossiers individuels, 207 enquêtes en cours ou passées qui concernent les crimes commis en Syrie depuis mars 2011. Et seulement les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Nous n'avons pas juridiction sur des crimes de terrorisme. Donc, si une juridiction a besoin d'informations strictement en amont d'une possible inculpation de terrorisme, nous ne pourrons pas l'aider. Mais pour les 3 crimes, effectivement, nous pouvons. Et donc, dans 207 de ces dossiers, on est en mesure, effectivement, de les aider.
Et c'est une demande qui ne finit pas et qui augmente. Et d'ailleurs, cette année, on devrait avoir à peu près 50% de plus de demandes que l'année dernière. Donc, il y a une justice pour les crimes en série, mais qui représente effectivement une goutte dans l'océan, mais qui en même est pour le moment la seule qui existe. Je dois dire aussi qu'on était, une des particularités de notre mécanisme, c'est qu'on développe aussi des dossiers analytiques, des dossiers d'analyse, pardon, qui soit en réponse à ce que l'on perçoit comme être un besoin ou en notre propre initiative pour aider les juridictions nationales. J'en viens d'une, j'ai participé à ce genre d'exercice au niveau national. C'est des dossiers extrêmement complexes et lorsqu'on les conduit dans un autre cadre législatif, culturel, politique, à distance et après des années, c'est quelque chose pour des juristes extrêmement complexe. Et donc, beaucoup de juridictions, on a pu les aider, par exemple, en leur donnant des produits d'analyse sur, par exemple, les éléments de ce qui constitue un crime contre l'humanité. Quel genre de preuves vous avez besoin pour pouvoir prouver, hors de tout doute, les éléments nécessaires à une inculpation de crime contre l'humanité. On a aussi des dossiers beaucoup plus particuliers qui portent soit sur des infractions particulières, et on a aussi certains produits qui sont en réponse de ces requêtes pour assistance judiciaire. Donc, comme je le disais, un certain impact au niveau national avec plusieurs dossiers, dont plusieurs dossiers en France. Et je vais plutôt laisser Maître Bechtart, qui va probablement être impliqué dans chacun de ces dossiers-là, en discuter. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que l'on continue, malgré beaucoup d'obstacles. Certains des obstacles représentent évidemment la non-coopération de certains États. À chaque année, ma prédécesseur et moi-même avons continué cette tradition de demander formellement à la Syrie d'avoir accès au territoire et d'avoir accès aux preuves que nous croyons être présents ou pouvant être collectées sur le territoire. Nous n'avons jamais eu évidemment de réponse, mais nous allons continuer puisque nous tenons très à cœur le terme impartial de notre titre et nous croyons et nous savons qu'il y aurait des éléments à recueillir là. Nous avons aussi, évidemment, à l'interne, au niveau des ONU, des Nations Unies, beaucoup les mêmes défis, mais au niveau interne, soit une opposition interne. Par exemple, notre budget du mécanisme devrait, comme le budget normal des Nations Unies, être voté par consensus à chaque année. Donc, il devrait normalement y avoir, enfin plutôt pas de vote, mais d'avoir simplement un consensus acceptant le budget proposé. Le nôtre, qui fait partie de ce plus grand budget-là, le nôtre, vu les oppositions politiques, à chaque année doit faire l'objet d'un vote, qui est très rare au niveau du 5e comité, mais il y a un vote qui, à chaque année, Dieu merci, est en une majorité soutenant notre budget. Mais s'il arrivait que cette volonté politique change, nous serions de facto out of business. Donc, il y a toujours une certaine opposition. Malgré tout, nous continuons, surtout, je dirais, et je peux en parler puisque j'ai effectivement eu beaucoup d'opportunités de travailler dans beaucoup de ces tribunaux, de ces mécanismes, un engagement avec la société civile et avec les victimes survivantes qui est inédit aussi. Je n'ai jamais vu un engagement qui est aussi positif de côté comme l'autre. Nous avons une approche qui est centrée sur la victime survivante, qui la met vraiment au centre de tout ce que l'on fait, et qui, comme je le disais, représente une évolution dans le domaine de la justice pénale internationale qui est vraiment à souligner. Encore une fois, sous l'égide de ma prédécesseur. Et qui aussi, dans laquelle aussi on applique une stratégie de genre qui est aussi inédite, et parce qu'on a la reconnaissance que les crimes, que ce soit pour leur auteur ou pour leur victime, ont une représentation intersectionnelle très importante qu'il faut mettre au centre de ce que l'on fait pour effectivement représenter la totalité de cette victimisation. Donc, des apports à la justice pénale qui sont inédits et qui nous permettent de remplir ce besoin que vous avez vu là, qui continue à grandir.
Et avec un peu d'espoir, on aura toujours le soutien pour effectivement répondre à cette demande. Merci beaucoup. Merci, ça permet de faire une très bonne transition avec Maître Clémence Bectart. Vous avez souligné 2 points que j'ai trouvé qui ont fait beaucoup écho, c'est l'approche axée sur la victime survivante et l'importance de la mobilisation de la société civile et notamment ces ONG qui se sont elles-mêmes aussi professionnalisées dans la collecte des éléments de preuve, qui ont gagné aussi beaucoup en compétences et bon, parfois on est aussi sur un microcosme de personnes qui sont également passées par des juridictions internationales et qui ont rejoint ces ONG, mais qui ont permis de collecter tous ces éléments. Et on mentionnait la CPI longuement, certes en introduction, et ce qu'on reproche souvent à la CPI, c'est d'être aussi une juridiction un peu hors sol. Et là, parler de la victime comme étant la victime survivante comme étant au centre du mécanisme, c'est très important, et c'est ce qu'on voit dans cette mobilisation autour de la compétence universelle, c'est que et surtout parlant de la Syrie, c'est qu'on a une importante diaspora de victimes survivantes sur le territoire européen et on leur doit beaucoup dans la saisine de ces juridictions pénales nationales. Et donc c'est les victimes elles-mêmes qui sont moteurs de cette effervescence. Je sais pas, peut-être que c'est un mot trop important vu le nombre de dossiers malheureusement par rapport à l'ampleur du désastre en Syrie, mais elles sont le moteur essentiel de cette justice pénale actuellement et essentiellement en Europe. Et donc Maître Bectart est particulièrement investi dans ces dossiers, notamment tous ceux que vous avez présentés sur votre présentation s'agissant de la France. Et donc Maître Bectart, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Leïla. Bonjour à toutes et tous. Je suis également ravie d'être ici. Alors oui, je vais vous parler de ma fenêtre, qui est celle d'une avocate de partie civile. Donc je représente un grand nombre de victimes syriennes, mais également d'ONG syriennes dans des affaires en France et qui incarnent aujourd'hui ce long combat contre l'impunité des crimes commis en Syrie. Alors, ce qu'il faut rappeler, peut-être, on l'a dit, 2014, un grand tournant parce que les Syriennes et les Syriens, dont les regards se sont d'abord tournés vers la Cour pénale internationale, au lendemain de la révolution puis de sa répression en 2011, les espoirs étaient vraiment tournés vers la Cour pénale internationale, seule cour à même d'ouvrir une enquête d'ampleur, une enquête sur toute la situation qui pourrait donc refléter l'ensemble des crimes qui étaient commis, s'attaquer potentiellement à toutes les parties, et puis surtout cette Cour pénale internationale qui n'est pas tenue par des règles d'immunité personnelle en tout cas, et qui était donc la seule cour compétente pour envisager la responsabilité pénale de Bachar el-Assad. Donc tous les regards se tournent vers cette Cour pénale internationale. On l'a dit, ça a été décrit, elle n'était pas compétente à part par une saisine via une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les vétos répétés de la Russie et de la Chine ont fait que ça n'a jamais pu donc être une possibilité. Et donc en 2014-2015, ces mêmes organisations activistes syriens, certains travaillant encore sur le terrain depuis la Syrie, d'autres déjà en exil qui avaient commencé à reconstituer un tissu d'ONG, de société civile, prennent la décision stratégique. C'est d'abord eux qui la prennent, il faut le rappeler. C'est une décision consciente et encore une fois très stratégique de la part de ces activistes syriens d'investir ce mécanisme de compétence universelle ou extraterritoriale parce que c'était la seule ouverture possible, le seul chemin possible pour tenter d'obtenir justice. Pourquoi je dis compétence universelle ou extraterritoriale? Je vais simplifier, mais on parle de compétence universelle qui est donc un mécanisme issu d'un certain nombre de conventions internationales et qui permet à un juge national, un juge français, allemand, belge, de connaître de crimes internationaux, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre commis à l'étranger par des étrangers contre des étrangers. Ça, c'est ce système de compétence universelle qui existe pour ces crimes parce que il est considéré que ces crimes sont si graves qu'ils justifient cette compétence qui est en elle-même dérogatoire.
Et puis la compétence dont on parle aussi qui est extraterritoriale, c'est-à-dire les autres mécanismes de compétence qui permettent à un juge national, là encore belge, allemand, français, suédois, de s'emparer de situations de crimes commis à l'étranger, en l'occurrence en Syrie. Et là, ce sont toutes les affaires qui vont concerner des doubles nationaux, donc soit des victimes de nationalité européenne, enfin ayant une nationalité de la juridiction qui est saisie, ou une double nationalité, ou des auteurs qui ont encore une fois cette nationalité. Donc c'est ce qui englobe en fait la compétence extraterritoriale, pas seulement cette compétence universelle, mais aussi d'autres titres de compétences. Et vous comprendrez pourquoi je vous explique cela, puisque quand je reviendrai sur ce premier procès en France qui a concerné la Syrie, il s'agissait là de 2 victimes franco-syrienne. Donc, une décision stratégique d'investir ce mécanisme et de saisir les juridictions en priorité, je dirais, européenne, de plaintes, sachant qu'à ce moment-là, à part l'Allemagne qui a déjà décidé d'ouvrir une enquête de sa propre initiative, une enquête appelée enquête structurelle qui vise tous les crimes commis à l'époque dans un premier temps par le régime syrien et puis ensuite des crimes commis par d'autres parties. Mais à part cette enquête en Allemagne, il n'existe aucune enquête ouverte à ce moment-là, en 2014-2015, en Europe qui concerne les crimes commis par le régime syrien. Donc ce qui va être déployé, c'est à plusieurs niveaux. C'est d'abord un travail judiciaire pour faire en sorte que des plaintes puissent être déposées, des titres de compétences soient trouvés. Et donc c'est comme cela qu'un certain nombre de plaintes, un grand nombre de plaintes d'ailleurs, vont être déposées par des victimes syriennes, accompagnées par des ONG, le plus souvent syriennes et puis internationales, pour que des enquêtes soient ouvertes dans un certain nombre de pays. Et ce travail judiciaire va s'accompagner d'un travail de plaidoyer à destination des autorités politiques et judiciaires pour les convaincre qu'il y a d'abord une nécessité impérieuse d'ouvrir ces enquêtes, mais aussi que ces enquêtes sont possibles. Parce que bien évidemment, le premier obstacle auquel on pense lorsqu'il s'agit d'enquêter sur les crimes commis en Syrie, c'est l'impossibilité pour tous les enquêteurs, les procureurs, les juges qui vont être saisis de se rendre en Syrie, d'aller enquêter sur place, qui est bien sûr le réflexe naturel et logique dans une enquête criminelle. Et donc, il va falloir aussi convaincre que les preuves sont accessibles, qu'elles existent, et que malgré cette impossibilité de se rendre en Syrie, il est tout de même possible de conduire des enquêtes, d'envisager des poursuites qui vont mener ensuite à des procès, voire à des condamnations. Donc un plaidoyer important qui va aussi faire écho à une certaine volonté politique. Je le disais, en Allemagne, c'est le procureur fédéral qui de lui-même ouvre une enquête. En France, en septembre 2015, c'est le ministre des Affaires étrangères d'alors, Laurent Fabius, qui transmet ce fameux rapport César, du nom de ce photographe militaire qui a fait défection en portant avec lui des milliers de clichés de l'horreur et du recours industriel à la torture en Syrie. Donc c'est Laurent Fabius qui transmet ce rapport César à la justice française en demandant d'ouvrir une enquête. Donc il existe une relative, et je dis bien relative, volonté politique. Pourquoi relative? Parce que, pour prendre l'exemple de la France, on se rendra compte très vite, lorsque à l'automne 2015 cette enquête est ouverte, qu'il y a en réalité un enquêteur qui est chargé d'enquêter sur ce rapport César. Donc on imagine bien le décalage entre la volonté et les ambitions affichées et les moyens donnés à la justice française pour enquêter sur des crimes d'une telle ampleur. Donc il faudra aussi mener ce travail de plaidoyer pour que les moyens soient renforcés, pas seulement en France, mais pour que cette volonté politique se traduise par le fait de donner effectivement des moyens à des justices nationales pour enquêter. Dans un certain nombre de pays qui vont être saisis, il y a ce qu'on appelle des pôles spécialisés, comme c'est le cas en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, dans un certain nombre de pays. Donc des pôles spécialisés dans la poursuite de ce type de crime. Donc on a face à nous des interlocuteurs qui sont comme leur nom l'indique, spécialisés, mais aussi donc aguerris à ce type d'enquête, enquêter sur des crimes de masse sans avoir accès au terrain, etc. Donc cela aussi favorise, je dirais, l'élan qui se crée. Et il faut savoir que après le génocide des Tutsis au Rwanda, qui déjà avait fait l'objet d'un nombre important d'affaires en compétence universelle, la Syrie est la deuxième situation où un nombre aussi important d'enquêtes vont être ouvertes devant diverses juridictions concernant une même situation.
Donc c'est vraiment un élan qui se crée et qui est aussi la conjonction donc d'un certain nombre de facteurs. Le premier, ça a déjà été évoqué, cette documentation, le conflit le plus documenté, avec la conjonction de preuves non seulement testimoniales, mais aussi matérielles. Et il y a eu ce constat-là qui a été fait et qui a grandement favorisé les enquêtes. On a beaucoup déploré dans un certain nombre de procès pour des crimes internationaux qu'il y ait une prédominance d'une preuve testimoniale au détriment de preuves matérielles. Et en ce qui concerne la Syrie, on a vraiment cette preuve matérielle qui va être recueillie sur le terrain grâce aux Syriennes et aux Syriens, il faut le dire, à la vigueur, au dynamisme de cette société civile et puis aussi d'activistes, de jeunes qui vont s'improviser activistes et faire un travail phénoménal d'abord pour recueillir des informations, des preuves sur le terrain, mais aussi faire en sorte qu'elles puissent sortir de Syrie et être rendues accessibles à des ONG ou des mécanismes de justice. Donc une documentation très importante. Je pense parmi les preuves matérielles au rapport César, on l'a dit, ces clichés qui ont tant servi dans un certain nombre de procédures et qui sont autant de preuves du recours, encore une fois, systématique à la torture par le régime syrien, des images satellitaires, le développement de l'open source investigation, l'OSINT, qui va se déployer aussi beaucoup sur le conflit syrien, des preuves également des documents du régime que des Syriennes et des Syriens vont réussir à récupérer dans des zones libérées du contrôle du régime et faire sortir de Syrie, qui vont être là aussi autant de preuves de la machine de répression qui s'est mise en place et autant de preuves qui vont aider à prouver donc ces crimes contre l'humanité, cette politique systématique et généralisée de répression mise en place par le régime syrien. Donc une documentation sans précédent est rendue accessible à ces diverses juridictions et évidemment on ne peut pas parler de documentation sans parler bien sûr du rôle du mécanisme du M3I. Ça a vraiment consolidé l'élan, le M3I. Moi je me souviens très bien quand cette résolution a été adoptée en décembre 2016, on était tous un peu circonspects, très honnêtement, on ne savait pas trop ce qu'était ce mécanisme hybride et novateur. Les Syriennes et les Syriens disaient mais c'est pas une juridiction, alors à quoi ça va servir? C'est pas un tribunal spécial, c'est pas un tribunal hybride. Il fallait d'abord s'en satisfaire parce que c'était l'expression d'une volonté politique au niveau international d'un soutien à la lutte contre l'impunité et ça c'était le bienvenu. C'était aussi l'expression et l'affirmation que la judiciarisation, cette lutte contre l'impunité devait jouer un rôle central en réponse au conflit syrien. Et on le voit aujourd'hui, cette réponse elle n'est pas tout le temps la même par rapport à tous les conflits. Et je pense bien évidemment à Gaza où la justice pénale internationale a beaucoup moins de place comme réponse à ce conflit. Donc c'était cette expression-là qui était la bienvenue, mais ça a été aussi, et Robert Petit l'a dit, par la manière dont ce mandat a été, je dirais, habité par ce mécanisme, ça a permis d'abord de créer une confiance très importante au sein de la société civile syrienne, et c'est cette confiance-là qui a permis, je pense, au mécanisme de recueillir tant de preuves et de constituer aujourd'hui la base de données qu'il est aujourd'hui. Et par rapport aux juridictions, et moi je le vois vraiment de mon regard là encore d'avocate intervenant dans diverses procédures, le mécanisme il a constitué aussi un formidable essor de moyens donnés à la disposition de ces juridictions nationales, parce que c'est effectivement des analyses juridiques, des analyses factuelles qui ont été mises à disposition de ces diverses juridictions. Aussi des éléments de preuve, ne serait-ce que de traduire de la documentation en arabe, qui est très compliqué pour des juridictions qui manquent de moyens pour le faire. Là, le mécanisme était à disposition pour pouvoir offrir ce type d'analyse et de traduction des éléments, donc d'accessibilité et de traitement aussi d'analyse de la preuve, qui a pris donc un grand essor avec le mécanisme et la montée en puissance du M3I. Donc je le disais, premier facteur, cette documentation sans précédent. Second facteur, cette volonté politique, bien qu'encore une fois à géométrie variable ou en tout cas toujours fragile. Et puis, autre facteur, bien sûr, l'afflux de réfugiés syriens en Europe, en particulier en Allemagne, qui a accueilli plus d'1 million de réfugiés, mais dans toute l'Europe, avec donc autant de témoins, de rescapés de Syrie et de témoins qui sont venus avec un grand courage, il faut le dire, parce que ces procédures,
elle n'aurait pas pu non seulement avoir lieu, mais aussi avoir autant de légitimité s'il n'y avait pas eu toutes ces voix syriennes qui étaient venues participer aux procédures et les alimenter, et qui sont venues donc offrir autant de témoignages de ce qu'ils et elles avaient vécu, ces preuves testimoniales qui sont donc venues parfaitement compléter ou corroborer les preuves matérielles dont je parlais. Et puis, dernier facteur aussi, et toujours ce dynamisme de cette société civile syrienne, de ces ONG qui se sont formées effectivement non seulement à utiliser les preuves, les informations qu'elles avaient collectées, à les rendre accessibles à ces divers systèmes judiciaires, à gagner la confiance aussi des victimes syriennes pour qu'elles participent, pour qu'elles livrent leurs témoignages, et qui ont beaucoup contribué aussi à ce que ces procédures aient un sens. Parce que encore une fois, on a toujours peur, et c'est le reproche qu'on peut adresser à la justice internationale, qu'elle soit hors sol, hors champ, qu'elle se déroule à des milliers de kilomètres de là où les crimes sont commis, et qu'elle n'ait que peu d'impact sur les communautés qui ont été victimes de ces crimes. Alors bien sûr, l'impact de ces procès, de ces procédures, il est très faible sur le terrain s'agissant de la Syrie. Bien sûr, on ne peut que regretter, déplorer que malgré des procès qui ont été très suivis, je pense au procès de Koblenz en Allemagne qui s'est soldé par la première condamnation pour crime contre l'humanité en janvier 2022, cette condamnation qui a vraiment là permis de concrétiser le fait que oui, c'était possible. En effet, on était les seuls à y croire au tout début, je dirais, et puis petit à petit, on a réussi à convaincre, et le fait que ce procès se déroule et qu'il se solde par cette décision de condamnation a vraiment donné là aussi un nouvel élan, je pense, à toutes ces juridictions qui étaient saisies de diverses enquêtes et qui se demandaient où cela allait mener. Donc, un élan, des procès qui continuent, 3 autres procès depuis Koblenz en Allemagne, un premier procès en France, une actualité judiciaire qui reste riche concernant la Syrie, régulièrement des annonces d'enquêtes qui sont ouvertes, de nouvelles plaintes qui sont déposées, comme la semaine dernière en Allemagne avec l'association des victimes de César qui ont déposé une nouvelle plainte devant les juridictions allemandes, des arrestations aussi, et pour autant, encore une fois, très peu d'impact sur le terrain. Bachar el-Assad a gagné la guerre. Il est aujourd'hui toujours dans une politique de répression à l'encontre de la population syrienne. Et donc, on ne peut se demander, on est en droit bien sûr de se demander, mais tout ça pour ça en réalité. Quel est l'impact? Et je pense que ce qu'il faut vraiment rappeler encore une fois, c'est que c'est un processus qui continue d'être conduit par les principaux intéressés qui sont les Syriennes et les Syriens, victimes, activistes, avocats, société civile. Ce sont eux qui sont au centre de ces procédures et qui aujourd'hui encore disent qu'il est essentiel d'utiliser cet outil de la justice pour lutter contre l'oubli d'abord, pour que ces crimes ne soient pas oubliés, parce qu'on le sait, derrière chaque conflit, il y a aussi un conflit et une guerre de la désinformation, et c'est bien évidemment ce qu'a fait et ce que continue de faire le régime syrien. Donc il faut lutter contre cela, et ces procédures judiciaires sont une manière de le faire, de restituer des vérités judiciaires. Et là-dessus, j'aimerais prendre l'exemple de ce procès donc dans l'affaire Dabag, qui a été le premier procès en France, qui s'est tenu du 21 au 24 mai dernier devant la cour d'assises de Paris. L'affaire Dabag, c'est celle de la disparition d'un père et de son fils franco-syriens en novembre 2013, qui disparaissent comme tant d'autres dizaines de milliers de Syriens. Ils sont arrêtés un soir à leur domicile sans aucune raison, et ils vont ensuite disparaître. Leur famille va multiplier les démarches, la famille en Syrie et en France, pour essayer de savoir où ils ont été emmenés, ce qui leur est reproché, est-ce qu'ils sont vivants ou morts, jusqu'à ce qu'ils réussissent en 2018 à récupérer à Damas des actes de décès qui vont être délivrés d'ailleurs par dizaines de milliers à ce moment-là par la Syrie sous pression de la Russie. Et ce sont ces actes de décès qui vont, pour la famille, eh bien leur révéler que leurs proches sont décédés dans les geôles du régime syrien.
parce qu'ils sont franco-syriens, cette enquête a été ouverte en France et elle a pu prospérer et mener à des mandats d'arrêt internationaux puis à un procès sans que les auteurs présumés soient présents sur le territoire français, ce qui est une condition pour la compétence universelle. Donc là, on était dans un autre type de compétence et c'est ce qui a permis aux juges, dans cette enquête, où là encore, elle est très emblématique des enquêtes qui ont lieu sur la Syrie. Le mécanisme a apporté énormément d'éléments de preuve. Le rapport César a été versé à ce dossier. On a 23 Syriennes et Syriens rescapés des geôles du régime qui sont venus témoigner dans cette affaire, rescapés du même centre de détention de Médzé où Patrick et Mazen Dabag avaient été emmenés et qui ont raconté l'horreur, les traitements, le recours à la torture, etc. Donc cette conjonction, voilà, d'éléments testimoniaux matériels ont permis aux juges d'instruction de cibler le plus haut niveau de responsabilité de l'État syrien et d'émettre des mandats d'arrêt. Et c'est donc ces 3 responsables qui ont été jugés par défaut en leur absence devant la cour d'assises de Paris, Ali Mamlouk, Jamil Hassan et Abdel Salam Mahmoud. C'est donc un niveau très important de responsabilité où on est là au cœur du pouvoir et du régime syrien. Ces 3 responsables ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Ils auraient eu le droit de désigner des avocats. Ils n'ont pas voulu utiliser ce droit, ce qui correspond d'ailleurs à l'attitude du régime syrien depuis 2011, qui oppose un déni systématique à toute initiative de justice qui serait faite. Et donc, ils ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Et ce procès, il a quand même fait l'objet d'une certaine couverture médiatique. Il a permis aussi à des témoins de venir témoigner publiquement en France de ce qu'ils avaient subi, à la famille Dabag, bien sûr, de raconter ce que ça avait été de la souffrance liée à ces disparitions, à ces années d'incertitude, à la peur aussi qui a entouré l'ensemble de ces témoignages, la quête de vérité de cette famille, la peur utilisée comme arme de répression massive par le régime syrien, à l'encontre même de celles et ceux qui se trouvent en Europe. Et donc, ça a été une occasion de remettre la réalité des crimes du régime sur le devant de la scène. Et c'est très important aujourd'hui pour les Syriennes et les Syriens de lutter contre l'oubli, encore une fois. Il y a tant de réfugiés en Europe qui ont peur de la tentation de la normalisation avec le régime syrien, qui ont peur que demain, Bachar el-Assad et la Syrie soient considérés comme un pays sûr et que tous ces réfugiés soient renvoyés dans un pays où la situation carcérale et le niveau de répression est aujourd'hui encore terrible. Et donc, vraiment, il y a une conviction, je le pense, de l'ensemble de ces acteurs que la justice est aujourd'hui peut-être, sans doute, le dernier rempart contre l'oubli et contre cette tentation, encore une fois, de la normalisation. Et puis c'est enfin, et je terminerai là-dessus, une réponse à ce débat, cet éternel débat des années qui était très présent dans les années 90 entre paix et justice et dont on pensait que on y avait finalement répondu en disant il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Ce débat, il ressurgit aujourd'hui. Quand on voit encore une fois la détermination des Syriennes et des Syriens, malgré le peu d'impact que ça a, mais de dire la justice, elle est notre seule option parce qu'il ne peut pas y avoir, il ne pourra pas y avoir d'avenir en Syrie s'il n'y a pas eh bien ce processus-là qui est mené de nommer les responsabilités et de raconter la réalité des crimes. Donc non, il ne peut pas y avoir de paix sans justice. La Syrie en est encore un exemple et la détermination des Syriennes et des Syriens à continuer tous ces efforts en faveur de la justice, avec aussi l'espoir sur le long terme que tous ces efforts du présent servent peut-être demain à un processus de justice transitionnelle qui sera là encore à définir, à inventer, à imaginer par la population syrienne. Merci beaucoup, Maître Descartes. D'avoir exprimé vraiment la voix aussi des parties civiles et c'est l'ensemble de ces procédures qui sont en cours en France. Vous avez mentionné cette justice comme étant un dernier rempart contre l'oubli. J'aimerais vous poser la question à tous les deux. Qu'en est-il vraiment de la publicité de ces débats? Comment est-ce que ce rempart, c'est lutter contre l'oubli des crimes de manière auprès de la société civile syrienne, ou est-ce que c'est au-delà? Juste avant d'entrer pour cette table ronde, on échangeait brièvement et on disait que le conflit syrien
est malheureusement oublié de manière très générale par la communauté internationale, possiblement par un grand nombre de personnes actuellement dans le monde. Comment est-ce qu'on peut contribuer à lutter aussi contre cet oubli de la communauté internationale par la publicité peut-être des débats, par la publicité qui est faite aussi de ces procès, puisque bon, il faut vraiment aller chercher les informations sur la tenue de ces procès, vraiment sur les sites des ONG qui militent. Parfois, le procès de mai dernier a fait la couverture de certains médias, mais pas tous. Je suis certaine qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer de rendre ce procès beaucoup plus visible. Mais comment est-ce qu'on peut contribuer justement à rendre tout ce travail qui est fait sur la lutte contre l'impunité, tant par le mécanisme, mais aussi par les juridictions nationales, plus visible au plus grand nombre? Allez-y. Vous savez, je pense que à tout le moins en termes d'acteurs judiciaires, donc procureurs, juges et avocats, je pense qu'on va avoir une certaine humilité dans notre importance de ce que l'on fait. Le résultat du processus, il est cependant fondamentalement important, c'est parce qu'il établit, hors de tout doute raisonnable ou dans une conviction intime ou de tout, peu importe les termes, le narratif de base, ce qui est arrivé, qui a fait quoi, à qui, pourquoi, etc. Donc, c'est la pierre angulaire de ce qui va se bâtir après. Mais ce qui va se bâtir après, c'est en dehors des quatre murs de cette cour, hein, qui va devoir être fait le travail doit être fait par d'autres, que ce soit des politiciens, des activistes, des sociologues, enfin, tout le reste qui participe à cette justice traditionnelle, à ce processus-là, ils doivent avoir dans cette fondation pour pouvoir bâtir quelque chose après. Et donc, effectivement, la publicité, enfin la connaissance, l'importance que tout ça soit reconnu, oui, mais évidemment, il y a une certaine réserve dont les acteurs judiciaires doivent se maintenir. Et comme je dis, je pense que le rôle du reste de ceux qui sont impliqués dans cette justice transitionnelle, c'est là que ça prend son importance. Oui, non, la publicité, elle est fondamentale, effectivement. Alors, je disais une couverture de presse importante pour nous, médiatique sur le procès d'Abad, pour nous en tout cas, parce que plus personne ne parlait de la Syrie à ce moment-là, et il s'agissait vraiment de replacer l'actualité, de rappeler que les crimes du passé sont aussi des crimes du présent. Et du point de vue, en tout cas, des ONG qui ont participé à ce procès, ça a permis cela, dans une certaine mesure, de reparler de la situation syrienne. Donc, la publicité, elle a un enjeu majeur, et c'est vrai que il y a les enquêtes sont secrètes, donc les instructions qui sont en cours, et donc il y a ce souci effectivement de rendre public un certain nombre d'informations pour montrer que ce processus continue. C'est surtout ça l'enjeu aujourd'hui, de savoir que 13 ans après le début de la Révolution, bientôt 14 ans après, les initiatives sont encore en cours. Il y aura encore des procès. Il y aura un procès qui concerne la Syrie l'année prochaine en France. Il y a 11 mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis par la justice française, dont un visant Bachar el-Assad. Il y a encore une fois très régulièrement des enquêtes ouvertes, des arrestations, des plaintes déposées. Donc tout cela, pour nous, société civile, c'est très important de communiquer là-dessus quand les autorités judiciaires elles-mêmes ont effectivement plus de freins à le faire, parce que ça montre encore une fois que ce processus, il est toujours en cours et toujours vivant. Et qu'en est-il de la traduction de ces procédures dans des langues qui toucheraient les communautés les plus concernées? Alors le procès d'Abad, justement, et ça c'est vraiment une décision qu'on a largement saluée. Ça a été l'initiative du parquet général et de la présidence de la cour d'assises. Ils ont accepté que le procès soit intégralement traduit pour tout le public en arabe. D'habitude, la traduction pour les parties est de droit dans un procès, donc des parties qui sont étrangères, des parties civiles, un accusé a de droit a un droit à ce que l'intégralité de l'audience, bien évidemment, soit traduite, mais ça n'avait jamais été le cas pour l'audience, pour le public en lui-même. Donc ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, qu'on a largement salué, d'abord parce que je pense que c'est la traduction du fait que la justice française a vraiment compris que ce procès, il n'était pas seulement important en France, mais qu'il était important au-delà, et qu'il fallait, pour qu'il ait sa pleine signification, je dirais, qu'il soit aussi rendu accessible aux communautés syriennes qu'il souhaiterait. Et d'ailleurs,
on a des Syriennes et des Syriens qui se sont déplacés de toute l'Europe pour pouvoir suivre ces 4 jours d'audience et le suivre donc en arabe, ce qu'ils n'auraient pas pu faire s'il n'y avait pas eu cette traduction. Donc ça a été vraiment très important. C'était une mesure qui avait été demandée à Koblenz et qui avait été refusée, qui a été acceptée aux Pays-Bas aussi dans un autre procès. Donc on espère que la pratique va se généraliser parce qu'encore une fois, c'est très important enfin, c'est essentiel non seulement que la justice passe, mais aussi qu'elle soit vue en train d'être exercée. Voilà. J'imagine qu'il y a eu peut-être une notion de coût également pour ces traductions. Et donc là, on en revient, on en revient aussi sur la volonté éventuellement. Mais on voit aussi que cette question des moyens, elle est surmontable quand il y a de la volonté. Voilà. Donc, de la même manière que les moyens du pôle ont été renforcés parce qu'on a mené à ce plaidoyer intense pour qu'il n'y ait plus qu'un seul enquêteur qui enquête sur le dossier César. Donc, voilà, c'était important. Je devrais prendre l'occasion de souligner que ce jugement de Koblenz, le mécanisme, lui, l'a traduit à grands frais en arabe pour qu'effectivement ce premier jugement soit accessible à ceux qui le devraient être. Vous avez mentionné la fait 3 pages, donc je pense qu'il y aura moins de frais pour le mécanisme. Ces jours-ci, je sais pas m'en faire. C'est peut-être quelque chose qu'il faut préciser effectivement sur les motivations des décisions des cours d'assises en France qui sont effectivement beaucoup plus succinctes qu'un jugement de plusieurs centaines de pages devant une juridiction pénale internationale ou devant d'autres juridictions nationales en Europe. Donc oui, ça sera plus rapide pour la feuille de motivation française. Et d'ailleurs, vous aviez mentionné aussi le rôle d'autres acteurs pour permettre l'accessibilité de ces procédures. Et il y a effectivement eu des initiatives très importantes, notamment sur le procès de la branche 251, ce fameux procès Koblenz, où des personnes, j'ai en tête Fritz Streif qui a créé un podcast qui s'appelle Branche 251 et qui permet aussi de pouvoir suivre ce procès en anglais, mais aussi en langue arabe. Donc il y a effectivement d'autres personnes qui viennent contribuer à rendre ces procédures accessibles et compréhensibles, notamment en langue arabe. Alors, vous avez fait une petite remarque tout à l'heure et je l'ai bien entendu et j'aimerais du coup peut-être discuter sur ce point. Vous avez dit que vous ne pouviez effectivement apporter un soutien que lorsque les dossiers concernaient des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou le génocide, et que ce n'était pas possible effectivement de couvrir le terrorisme parce que ce n'est pas dans votre mandat. Ce qui m'amène à vous poser cette question, puisqu'on sait qu'en France, nous avions un pôle spécialisé qui était une entité indépendante au sein du parquet, notamment, et qui a été absorbé par le parquet national antiterroriste. Vous avez mentionné que le procès d'Abag était le premier procès sur les crimes commis en Syrie, mais il y en a d'autres, mais qui sont poursuivis sous l'angle de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer vraiment l'articulation entre le mécanisme du PNAT, le Parquet national antiterroriste, et le pôle crime de guerre, crime contre l'humanité? Et si vous rencontrez des difficultés de cohérence ou de coordination dans la poursuite des crimes commis en Syrie? Oui, alors lorsqu'il y a eu ce projet effectivement de fusion des sections du parquet de Paris antiterroriste d'un côté et crimes contre l'humanité de l'autre, au sein donc de ce nouveau parquet national antiterroriste, c'est quelque chose qui nous a beaucoup effrayés au sein de la société civile parce que pour nous comment dire, les deux prismes sont des prismes très distincts et il était dangereux et on avait peur que le prisme antiterrorisme absorbe le prisme crimes internationaux. Et puis de notre point de vue aussi, lorsqu'on relaie la parole des victimes sur le terrain, nous on a toujours eu à cœur, et c'est très important pour nous dans notre mandat, de privilégier des poursuites sur le fondement des crimes internationaux. Donc de qualifier les crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, parce que c'est ces poursuites et ce type de poursuites qui permettent de rendre compte des crimes commis à l'encontre des victimes elles-mêmes. Et je vous donne un exemple, c'est l'exemple de Daesh. On voit bien ces procès qui ont eu lieu en France à l'encontre de combattants français de Daesh sous le prisme de l'antiterrorisme, de l'association de malfaiteurs terroristes ou autres qualifications. Et ce sont des procès qui ne racontent en réalité pas grand-chose sur les exactions commises par Daesh à l'encontre des populations civiles en Irak et en Syrie. On pense bien sûr à la
communauté yézidi, mais pas seulement. La population syrienne aussi a été victime d'exactions de la part de Daesh. Donc pour nous, le prisme crime de guerre, crime contre l'humanité, voire génocide s'agissant des yézidis, et nous avons déposé des plaintes en ce sens, permet justement une autre lecture, une autre grille de lecture, et permet à un procès public de raconter véritablement l'histoire du point de vue des victimes et de ce qu'il s'est passé, en l'occurrence des crimes commis par Daesh à l'encontre des populations civiles ou des minorités religieuses ou ethniques. Donc pour nous, il faut vraiment que ce soit... Alors on sait qu'aujourd'hui, il y a, et d'ailleurs il y a eu... il y a 3 jours, la première ordonnance de mise en accusation contre une ressortissante française qui a rejoint les rangs de Daesh pour génocide, crime contre l'humanité et infraction terroriste d'autre part. Donc il y a une volonté aujourd'hui judiciaire de faire cohabiter, parce que c'est possible en droit français, les 2 types d'infractions pour que des procès puissent avoir lieu sur ces 2 types de qualifications. Nous contribuons aussi, moi je représente des victimes yézidis dans un certain nombre d'instructions qui sont ouvertes en France contre des djihadistes français. Donc pour nous, il est extrêmement important de garder en toute indépendance, je dirais, et autonomie, ce regard judiciaire, cette spécialité-là sur la question des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et du génocide, et que ça ne soit pas absorbé par un pôle antiterroriste qui, bien évidemment, a plus de moyens. Mais c'est très important, de la même manière que symboliquement, ce parquet national s'appelle PNAT, Parquet national antiterroriste. Alors, il est censé s'appeler en sous-titre, mais en tout petit, peut-être en bas de page, et crime contre l'humanité, génocide. Mais là encore, c'est pas seulement symbolique, c'est important de bien voir que ne serait-ce que dans le titre de ce parquet, la mention des crimes internationaux est absente. Donc pour nous, c'est vraiment important, de la même manière plus généralement que c'est important que la France endosse une véritable politique judiciaire de lutte contre l'impunité. On entend souvent, lorsqu'on fait des activités de plaidoyer, de dire mais la justice française a des moyens limités, un juge français ne peut pas devenir le juge de toutes les victimes du monde entier. Et bien évidemment, il faut des critères de compétence, il faut des dossiers sérieux et solides, mais la justice française, de même que d'autres justices nationales, ont leur rôle à jouer dans ce combat contre l'impunité. Et on l'a dit, et je pense qu'il y a aujourd'hui, vraiment on le voit, il y a plus de procédures en cours devant des juridictions nationales s'agissant de ce type de crime que devant la justice pénale internationale. On dit souvent que les justices nationales sont l'avenir de la justice pénale internationale, et c'est très important que chaque État donne aussi à son système judiciaire les moyens pour pouvoir le faire, et joue un rôle dans ce combat qui doit être un combat universel contre l'impunité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a... Enfin, je veux dire, qui est pour nous un motif de plaidoyer constant, parce qu'on voit encore une fois qu'il est très difficile de convaincre et de susciter une volonté politique complète en ce sens. De la même manière, et je finirai là-dessus, pardon, je suis très longue dans ma réponse, mais qu'on a toujours été étonnés, s'agissant de tout ce qui se passait devant la justice française, d'entendre très peu les autorités politiques et diplomatiques françaises se targuer de ces avancées devant la justice. On voyait, nous, on savait que des instructions étaient ouvertes, que des plaintes avaient été déposées, que des mandats d'arrêt avaient été émis, etc. Et on ne voyait pas ça résonner dans les différents forums, notamment onusiens, où la diplomatie française pouvait s'exprimer, et notamment sur le conflit syrien. On aurait aimé qu'il y ait plus, parce que c'est aussi à l'honneur de la France d'avoir fait en sorte, ou d'avoir permis à cette justice française de jouer le rôle qu'elle joue aujourd'hui en réponse au conflit syrien, et de permettre à des victimes d'être partie civile devant la cour d'assises de Paris et de venir exprimer leur souffrance. Et cette condamnation, elle est aussi à l'honneur de la justice française, qui a été prononcée en mai dernier. Donc, voilà. Merci. J'ai une question pour vous. Sur votre présentation, vous avez mentionné le soutien qu'a apporté le mécanisme aux juridictions nationales. Il y avait une référence à la CIJ. Et j'imagine que c'est le dossier déposé par le Canada et les Pays-Bas contre la Syrie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots peut-être cette procédure et le rôle qu'a pu jouer le mécanisme dans cette procédure? Oui, avec plaisir, parce que je pense que ça parle à justement le fait que même si effectivement la Syrie n'est plus à la première page, qu'il y a quand même des initiatives qui sont disponibles et qui sont créatives
Bon, la Cour de justice internationale, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une cour où les États sont les parties et qui n'est pas une cour pénale, mais qui vise et là je m'étends un peu, mais qui vise à voir que les États respectent leurs obligations en vertu de divers traités ou du droit coutumier. À ce titre, le Canada et les Pays-Bas ont entrepris une action contre la Syrie en vertu de la Convention contre la torture, dont la Syrie est membre et dont les autres, le Canada aussi, les Pays-Bas, alléguant que la Syrie est en violation de ses obligations en vertu de cette convention-là, entre autres par l'imposition ou la pratique de la torture systématique dans son système carcéral. Ma prédécesseur a estimé que, bien qu'il ne s'agit pas d'une procédure strictement pénale, il s'agit d'une procédure judiciaire qui est focusée directement sur la commission de crimes en Syrie à partir de 2011. Donc, elle a estimé qu'il s'agissait d'une avenue judiciaire que le mécanisme pouvait appuyer. Et en ce sens, je vous parlais tantôt des lignes d'enquête spécifiques sur Daesh, sur les crimes, sur l'utilisation d'armes chimiques et sur le système carcéral. Eh bien, un rapport a été préparé et communiqué de façon confidentielle aux deux parties, soit le Canada et les Pays-Bas, sur effectivement le système carcéral et la commission de crimes dans le cadre de celui-ci, qui on espère pourra être utile à la Cour. Je voudrais aussi mentionner, parce qu'on parle effectivement de du désespoir un petit peu de voir que la Syrie n'est plus tellement à l'affiche. Je voudrais souligner, je ne sais pas si c'est ça, on s'étend un peu, mais sur la création cette année de l'institution sur les personnes disparues en Syrie. Ce n'est pas évidemment quelque chose qui est rapport à l'impunité, c'est un mécanisme strictement humanitaire, mais c'est quand même encore là l'Assemblée générale, à l'instigation du Luxembourg. Vous voyez les petits pays, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Qatar, la Suisse, qui, comme les Anglais disent, qui punch above their weight, qui ont beaucoup plus d'impact qu'on pourrait penser vu enfin, ce qu'ils sont. Eh bien, à l'initiative du Luxembourg, une résolution a été adoptée par l'Assemblée générale, je n'ai pas le nombre de votes, mais qui est adoptée à majorité pour créer une institution qui va essayer de déterminer le sort d'à peu près au moins 150 000 personnes disparues depuis le début du conflit et qui représente, comme je disais, pour moi, quand même une marque d'espoir que la communauté internationale peut, pour des raisons strictement morales, encore une fois, peut se mettre d'accord pour avancer vers une solution. Donc, encore avec la Cour internationale, ce mécanisme, il y a toujours, effectivement, si c'est pas une effervescence, à tout le moins un courant qui continue. Merci beaucoup. Je vais ouvrir le débat et vous inviter à poser vos questions pour les personnes qui sont présentes ici, mais également pour les personnes qui sont en ligne. J'ai vu un petit peu des questions défiler. Donc, si vous voulez poser une question, levez la main, on va vous apporter un micro. Je voudrais savoir si les vidéos enregistrées du procès d'Abag sont accessibles au public. Déjà, premièrement. Ma deuxième question concerne l'Allemagne. J'ai compris que la justice allemande permet maintenant aux témoins syriens des procès contre le régime de témoigner de façon anonyme, même vis-à-vis les avocats de défense. Est-ce juste? Et est-ce que cela pourrait se faire aussi en France? Donc, je pense que la question elle est pour Maître Bekhtar. Alors, les vidéos du procès d'Abag. Donc, effectivement, le procès a été enregistré, il a été filmé pour l'histoire. Donc, c'est un processus qui est autorisé à la demande, que les parties peuvent demander pour qu'il soit le procès soit conservé. Donc, les images du procès dans les archives du ministère de la Justice. Ensuite, c'est accessible par des chercheurs et puis aussi par des journalistes depuis une réforme récente qui voudraient faire des sujets approfondis sur le procès et s'en servir aux fins d'enquête journalistique. Voilà, donc c'est pas des images qui sont publiquement accessibles, elles le seront au bout d'un certain temps. Elles sont pour l'instant donc dans les archives du ministère de la Justice et ce sont les chercheurs et les journalistes qui ont accès pour l'instant en priorité. Voilà.
Et puis pour la question en Allemagne, alors oui, non, je saurais pas vous répondre avec absolue certitude sur les règles du procès pénal allemand, mais en tout cas, je peux vous répondre pour la France. Il existe effectivement une possibilité en France de témoigner anonymement, et dans ces cas-là, l'identité du témoin est protégée et ne peut être révélée ni aux avocats de la défense ni à aucune des parties à la procédure. Il y a un certain nombre de témoins qui ont témoigné syriens sous couvert de l'anonymat, mais il faut le souligner, la majorité dans les procédures ont accepté de révéler leur identité et l'ont fait donc à visage découvert. Est-ce qu'il y a des tentatives du procureur de la CPI de se saisir et faire valider sa saisine par la chambre préliminaire de la Cour pour la situation en Syrie? Est-ce qu'il y a eu des pays qui ont demandé au procureur de se saisir pour faciliter et accélérer la procédure, comme c'était le cas pour l'Ukraine? Alors, non, il y a eu des tentatives en utilisant un critère de compétence. Il y a un certain nombre d'ONG. Pardon? Sur la base de l'adhésion sur les Rohingyas. Oui, exactement. Qui ont déposé ce qu'on appelle une communication au procureur de la Cour pénale internationale au nom de victimes syriennes présentes en Jordanie, en considérant que les crimes commis en Syrie avaient aussi eu un impact sur le territoire de la Jordanie. La Jordanie est un État partie au statut de Rome. C'est une théorie juridique pour fonder la compétence de la Cour pénale internationale qui a notamment été validée par le procureur de la CPI, donc s'agissant des Rohingyas, avec donc un certain nombre de crimes commis à l'encontre des Rohingyas aussi sur le territoire du Bangladesh, le Bangladesh étant un État partie au statut de Rome. Donc voilà, il y a eu des tentatives faites de la société civile pour espérer, avec là encore de l'imagination, de l'innovation juridique, tenter de faire saisir la Cour pénale internationale, mais pour l'instant ça a été sans succès. Et des États pourraient déférer une situation la situation syrienne, à la Cour pénale internationale, mais si elle est par ailleurs compétente. C'est pas seulement le fait qu'un État défère une situation qui crée la compétence. Les critères de compétence, c'est ce qu'a rappelé Leïla Bourguiba en introduction. Donc aujourd'hui, non. Il y a très peu d'espoir, en tout cas, que la Cour pénale internationale soit jamais saisie de la situation en Syrie. À la société civile syrienne, vous pourriez dire quelques mots? Est-ce qu'il y a une spécificité pour, en termes de genre, des organisations féministes syriennes dans cette modalité de coopération en termes de volume, en termes de fréquence, en termes de résultats, en termes de gravité? Voilà. C'est un point que vous aviez souligné pendant votre présentation, comme il y avait une emphase aussi au sein du mécanisme sur les crimes basés sur le genre. Sur les crimes, oui, et parce qu'effectivement, il y a une bonne partie de la société civile syrienne qui est menée par des femmes, qui a comme objectif, comme focus, toute la thématique de victimisation de genre. Ce n'est peut-être pas la majorité, mais c'est quand même une partie importante, très active. Et d'ailleurs, on va avoir des rencontres, et je devrais dire aussi, une des façons dont on a engagé et on a innové notre engagement avec la société civile, c'est qu'on a une plateforme, la plateforme de Lausanne, qui est de début 2 fois par année, maintenant 1 fois par année, avec le soutien de la Suisse et des Pays-Bas, qui à grands frais amène plusieurs représentants de la société civile et survivants victimes, soit en Suisse, soit dans les Pays-Bas, pour des rencontres, des engagements directs, soit thématiques, et qui ont porté entre autres sur les crimes de genre, ou soit de manière plus générale sur les intérêts et les préoccupations de la société civile. Et en partie, entre autres, il y a eu, comme je dis, une de ces plateformes-là sur les crimes de genre, entre autres. C'est une partie importante pour nous des interlocuteurs syriens pour le mécanisme, certainement. Et j'imagine que c'est la même chose pour eux. Oui, moi j'ai moins une vision à 360 que vous au mécanisme sur la société civile syrienne, mais effectivement il y a un certain nombre d'organisations féministes qui se sont créées aussi dans une perspective de documentation et de pousser les sujets et les crimes basés sur le genre dans les différentes poursuites et enquêtes qui ont lieu en ce moment. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui a été soutenu. Moi je pense que, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est une société civile qui est restée très diverse dans sa diversité, et c'est
très bien d'ailleurs, mais aussi très unis sur en tout cas tous les sujets de justice, d'options pour la justice. On a vu d'ailleurs dans tout le plaidoyer qui a été mené par la société civile syrienne et qui a mené récemment à l'adoption de ce mécanisme sur les disparitions forcées dont vous parliez. On a vu une vraie unanimité de cette société civile qui a su se mettre ensemble sur des sujets importants, avec aussi l'émergence et en nombre, je dirais, d'associations syriennes féministes. Et je dois dire que pour ce qui est du mécanisme, nous faisons vraiment la distinction entre la société civile et les associations survivants victimes. Parce que les préoccupations sont différentes, en fait, et les besoins sont différents. Et comme je dis, notre action elle est vraiment centrée sur la victime, le survivant. Et entre autres, dans ce deuxième cas, les associations victimes survivantes, il y a un certain nombre qui ont été formés justement par des femmes avec une perspective féministe qui ne se sentaient pas représentées ou qui ne se sentaient pas être soutenues dans ce cas, ou être entendues dans le cadre plus large de la société civile. Il y a entre autres des magistrates qui ont formé des associations qui sont des interlocuteurs intéressants pour nous, etc. Bonjour. Moi, j'ai vu le film Little Palestine. Je sais pas si vous l'avez vu aussi. Donc, un camp de réfugiés palestiniens qui a été... les gens sont morts de faim en Syrie. Et il y avait eu un interview du réalisateur, un jeune réalisateur. En fait, ils étaient avec leur caméra pendant tout ce qui s'est passé. Et qui a été apparemment... qui dit vivre en Allemagne et être maltraité. Mais bon, si vous l'avez pas vu... Non. Mais je le note. Je le mets dans ma liste. Oui, je voudrais poser une question. Ça va. Non, monsieur, juste une question. Vous avez parlé des demandes, vous avez parlé de 359 demandes tout à l'heure. D'où viennent-elles? Quelle est la géographie des juridictions nationales qui ainsi vous sollicitent? On va revenir à le critère de confiance et de confidentialité. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on en a reçu de 16 juridictions différentes. Donc, 16 juridictions différentes. Je dois dire aussi que les systèmes européens, comme je le mentionnais tantôt, avec la possibilité d'avoir des parties civiles comme parties au processus judiciaire, ça donne une dynamique tout à fait différente au système de common law, où il y a simplement le procureur qui peut, avec des variations, là, mais qui peut initier une procédure. Ça reste que donc la majorité des exemples que j'ai montrés tantôt sont effectivement, en totalité, en Europe. Et c'est un système de partie civile qui est effectivement très important, mais qui avait été aussi mis en danger devant les juridictions françaises avec une loi de 2010 qui risquait véritablement de fait pendant très longtemps a empêché aussi des parties civiles de pouvoir saisir les juridictions françaises sur la base de crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou génocide, les juridictions françaises. Oui, tout à fait. Je parlais tout à l'heure de volonté politique ambiguë et elle en est la compétence universelle en est encore une traduction en France, c'est-à-dire que le législateur français a décidé en 2010 de transposer en droit français le statut de la Cour pénale internationale, créant donc à cette occasion le mécanisme de compétence universelle pour ce qu'on appelle les crimes du statut de Rome, donc le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, et a dans le même temps enserré ce mécanisme dans un certain nombre de conditions très restrictives que nous, société civile, avons appelées des verrous et qui font effectivement qu'il est très difficile de voir prospérer en France des affaires sur le principe sur ce mécanisme de compétence universelle, notamment parce que contrairement au droit qui est offert à n'importe quelle victime d'un crime en France, eh bien les victimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre ne peuvent pas déposer de plainte avec constitution de partie civile. Ce sont des plaintes qui déclenchent directement l'ouverture d'une information judiciaire, donc qui permettent de saisir un juge d'instruction. Et ça, c'est possible pour, encore une fois, la victime de n'importe quel crime en France, mais ça a été exclu pour les victimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, avec d'autres conditions que je vous épargnerai, qui ont été légèrement réformées depuis, mais avec une grande timidité, et qui font que aujourd'hui encore, le système français de compétences universelles est parmi les plus restrictifs d'Europe. Merci. Je vois qu'il y a d'autres questions dans la salle.
Je me permets de faire une deuxième question, pas plus. Sur la loi de 2010, c'est quand même important d'en parler parce que parmi les verrous, il y a d'abord le fait que c'est le parquet au départ. Et puis, il y a un quatrième verrou il y a la double incrimination. Et puis, il y a le verrou tout de même de la résidence. Il était question ces derniers mois que ce verrou de la résidence soit levé. Est-ce que ça a été fait ou pas? Il suffirait d'un simple amendement législatif pour que ce verrou saute. Et oui. Pourriez nous expliquer plus précisément ce verrou, parce que pour ceux qui connaissent pas, je crois que c'est très important, qui montre bien, quand on disait politique et justice, voilà un exemple très concret. On a vu des députés qui étaient très pour un amendement en ce sens, et en fait, je sais pas si ça s'est passé, mais en tout cas, ça fait des années que ça dure. Oui, alors pour revenir donc sur ces verrous, le deuxième verrou est celui de la double incrimination. Je commencerai par celui-là que vous évoquez, qui est apparu, je dirais, au grand jour comme un verrou à l'occasion d'une affaire syrienne, puisque ce verrou de la double incrimination faisait en sorte que un juge français ne pouvait être saisi de faits de crimes contre l'humanité commis en Syrie que si la Syrie avait elle-même les crimes contre l'humanité dans son code pénal. Voilà, c'était de dire, c'est ça la double incrimination, à moins que le pays où les crimes ont été commis soit partie au statut de la Cour pénale internationale. Bref, c'est un arrêt Chaban qui a été rendu par la Cour de cassation en novembre 2023 et qui a défrayé la chronique, si je puis dire, parce que la Cour de cassation a interprété de manière à la lettre restrictive cette condition et a dit non mais les crimes contre l'humanité ne sont pas incriminés dans le code pénal syrien, vous ne trouverez nulle part une mention au crime contre l'humanité, et donc cette condition de double incrimination fait obstacle à ce que le juge français soit compétent. Donc c'était tous les dossiers syriens ouverts en France qui allaient être clôturés si cette interprétation était maintenue. On a réussi à faire opposition, je vous épargne les détails, à avoir un nouvel arrêt de la Cour de cassation qui finalement a adopté une interprétation plus large en disant il suffit que le meurtre, l'assassinat, le viol soient incriminés dans le code pénal syrien pour que cette obligation de double incrimination soit satisfaite. Mais cela a quand même suscité beaucoup de débats. Il y avait une réaction du ministère de la Justice, des Affaires étrangères, parce que ça affectait des dossiers syriens. Et cette condition, elle a été levée par le législateur il y a un peu moins d'un an. Donc cette condition-là n'existe plus aujourd'hui. Par contre, il demeure en effet le critère de résidence habituelle du suspect. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'esprit, si vous voulez, des États qui ont adopté ces différentes conventions internationales qui prévoient la compétence universelle, l'idée était de dire il faut quand même qu'il y ait un lien de rattachement avec le pays qui va se saisir de ces crimes. Et donc toutes ces conventions, la convention contre la torture, contre les disparitions forcées, prévoit un critère de présence du suspect. De dire à partir du moment où un suspect est présent sur le territoire, en l'occurrence français, eh bien cela fait en sorte que cette compétence universelle puisse être mise en mouvement. Or, le législateur français, encore une fois, a décidé de durcir cette condition et de prévoir la résidence habituelle. Et ça, là-dessus, on a vraiment essayé à l'occasion justement de ce débat parlementaire, puisqu'il y a eu une fenêtre pour réformer la loi et pour lever les verrous. Et là-dessus, on a vraiment manqué de manière très flagrante de soutien politique pour faire lever cette condition de résidence habituelle. Donc elle existe encore et on peut bien imaginer qu'un bourreau, qu'il soit syrien ou d'une autre nationalité, n'établira pas sa résidence habituelle sur le sol français et donc pourra aisément échapper aux poursuites. Les mandats d'arrêt, ils ont été possibles parce qu'il s'agissait de dossiers qui impliquaient des victimes franco-syriennes. Donc là, on est dans un autre titre, au même titre que un juge français peut être compétent lorsqu'une victime française a été victime d'un crime à l'étranger, pas seulement d'un crime contre l'humanité, d'une prise d'otage, etc. Donc c'est ce critère-là qu'on appelle la compétence personnelle passive, la nationalité française de la victime. Et dans ces cas-là, on n'est plus dans les critères de la compétence universelle, et ça permet à un juge français, identifier des responsabilités sans que le responsable en question, le suspect visé par un mandat d'arrêt ou par des poursuites, ait à être présent sur le territoire. Voilà, donc c'est ce qui a permis aux juges français d'émettre ces 11 mandats d'arrêt internationaux dont je vous parlais. C'est à chaque fois dans des dossiers où il y a eu des victimes françaises, des journalistes français en l'occurrence, ou des victimes franco-syriennes. La Cour d'appel de Paris a statué sur le mandat d'arrêt émis contre Bachar el-Assad pour son implication dans les attaques chimiques en août 2013. La Chambre de l'instruction a reconnu que ce mandat n'est
entaché d'aucune nullité. C'est la première fois qu'une juridiction nationale déclare que l'immunité personnelle d'un chef de l'État en exercice n'est pas absolue. Est-ce que cette décision peut changer ou apporter aujourd'hui dans le procès en cours et futur? Je sais pas si vous avez... D'abord, il faut le dire, oui, c'était d'abord des décisions de juges d'instruction qui étaient donc saisis de ce qu'on a appelé l'affaire des attaques chimiques, en l'occurrence de 2 attaques chimiques dont le régime syrien s'est rendu responsable dans la Ghouta les 5 et 21 août 2013. La justice française, elle est compétente là encore parce qu'il y a eu une victime franco-syrienne de ces attaques chimiques, et puis ce sont d'autres victimes syriennes qui se sont constituées ensuite partie civile dans cette instruction. Et en novembre dernier, novembre 2023, les juges d'instruction ont considéré en effet qu'il y avait lieu à émettre un mandat d'arrêt contre Bachar el-Assad, chef d'État en exercice. Sachant que le principe de l'immunité, ce qu'on appelle personnelle, c'est-à-dire du chef d'État en exercice, était jusqu'à présent un principe sacro-saint, je dirais, et c'est donc la première fois qu'une juridiction nationale, en effet, considère qu'il y a lieu de dire que cette immunité, elle n'est pas absolue et qu'elle peut souffrir d'exceptions. Et c'est une décision, ce mandat d'arrêt, qui a été contesté par le parquet. Faut le dire, c'est le ministère public qui a donc contesté la légalité de ce mandat d'arrêt. On aurait espéré que ce soit l'avocat de Bachar el-Assad le jour venu, mais le ministère public censé représenter l'accusation, ça a été très compliqué, pour ne rien vous cacher, à l'expliquer aux victimes que l'on représente. Et donc, sur appel du parquet, la Chambre de l'instruction a rendu une décision en juin dernier où elle a validé en effet ce mandat d'arrêt dans un raisonnement. Alors malheureusement, cette décision, elle n'est pas publique parce c'est une instruction qui est en cours toujours, donc elle fait partie, elle est aussi protégée par le secret de l'instruction. Mais c'est un raisonnement juridique qui est extrêmement intéressant, détaillé, et je le dis parce que le parquet a communiqué là-dessus, donc je ne trahis aucun secret, mais qui vraiment est motivé par le fait de la gravité du recours à l'arme chimique. Des dispositions internationales qui prohibent le recours à l'arme chimique, et puis aussi le fait de dire, et ça a été un certain raisonnement empirique des juges, de dire on est dans une situation où il n'y a aucune autre voie de recours pour les victimes. Il n'y a pas de saisine possible de la Cour pénale internationale, et donc le raisonnement qui consisterait à dire les chefs d'État en exercice bénéficient d'une immunité personnelle absolue quoi qu'il arrive, reviendrait à maintenir les victimes dans cette situation d'impunité. Donc c'est un raisonnement audacieux qui a à nouveau été contesté par le parquet général, toujours pas par l'avocat de Bachar el-Assad, et qui donc va faire l'objet d'une audience devant la Cour de cassation d'ici la fin de l'année. On a espoir parce que, encore une fois, il y a des arguments juridiques solides aujourd'hui. Le droit international a évolué en faveur du fait de considérer que cette immunité, elle ne peut pas demeurer absolue. Et on espère donc que la Cour de cassation va confirmer ce mandat d'arrêt. Alors moi, j'en ai peut-être une, parce qu'on a beaucoup parlé des enquêtes, des enquêteurs. Pardon ? On a beaucoup parlé des enquêteurs, des juges d'instruction, des procureurs. Et il y a la prochaine étape qui est celle du jugement. Donc ça fait plus de 10 ans que les enquêtes sont en cours. On a un certain nombre de parquets spécialisés, de juges d'instruction spécialisés qui se sont formés aussi au fil de l'eau, qui ont développé des techniques, des réflexes. Mais lorsqu'on passe en phase de jugement, dans beaucoup de ces juridictions nationales, on passe sur des compositions avec des juges qui découvrent pour la première fois un contexte, qui découvrent pour la première fois aussi ces incriminations, qui sont quand même, j'allais dire extraordinaires, mais malheureusement elles sont très présentes, mais extraordinaires pour le juge national qui s'en saisit. Vous aviez mentionné les dossiers d'analyse que vous mettiez à disposition. Est-ce que c'est aussi un échange que vous avez au-delà des procureurs et des juges d'instruction avec les juridictions de jugement? Est-ce que vous apportez également un soutien à ces juges qui découvrent tout d'un coup la Syrie, le contexte et des crimes contre l'humanité? Effectivement, c'est des dossiers extrêmement complexes, et je référais tantôt pour des juges de s'adapter à une réalité complètement différente. Il y a eu des exemples
entre autres, la Belgique a fait des choses absolument extraordinaires pour essayer effectivement de permettre que cette compréhension-là au niveau de leur dossier rwandais. Mais je vais me limiter à dire qu'on partage avec des juridictions compétentes. D'accord. En tout cas, quel est le travail qui est fait en France pour accompagner aussi... je vous dis tout. Non, mais sur certains procès qu'on a vus... Ce qui est évident, ce qu'on voit bien, c'est que toute contribution du mécanisme au stade de l'instruction va aussi bénéficier à la juridiction de jugement, parce que ça fait partie du dossier, et que par exemple, un exemple très concret dans l'affaire Dabag, il s'agissait de déterminer à partir de quand on peut considérer qu'il y a un conflit armé en Syrie, et les juges d'instruction comme la cour d'assises s'est vraiment référé sur ce point à l'analyse du mécanisme, une analyse très complète qui explique factuellement et juridiquement à partir de quelle date on peut considérer qu'il y a un conflit armé en Syrie, et donc à partir de quelle date on peut considérer qu'il y a des crimes de guerre qui sont commis en Syrie. Donc ça, c'est quelque chose qui... en plus, il faut bien comprendre que, étant un mécanisme onusien, il y a vraiment une présomption de crédibilité attachée au mécanisme, qui est aussi corroborée par le sérieux de votre travail. Enfin, je veux dire, ça fait pas débat, mais donc les juridictions nationales sont très heureuses de pouvoir se reposer sur ce type d'analyse faite par le mécanisme, parce que c'est autant de travail qu'elles vont pouvoir conforter, absorber, mais aussi ne pas avoir à faire elles-mêmes from scratch, comme on dit en anglais. Donc c'est très précieux pour elles. Et puis ce qu'il faut dire aussi, et vous l'aviez évoqué, j'en ai pas parlé, mais le mécanisme d'Eurojust, ce réseau génocide qui a été créé au sein d'Eurojust, qui fait en sorte que tous les pôles spécialisés se réunissent de l'Union européenne plus Canada et États-Unis 2 fois par an, et échangent énormément aussi d'informations et travaillent en coopération. Cette coopération judiciaire, elle est aussi très bénéfique parce que les juridictions se parlent, qu'elles échangent leur expérience. Et par exemple, on sait que le procureur allemand a beaucoup parlé avec les autorités judiciaires françaises après le procès de Koblenz pour faire un peu aussi des retours d'expérience, comme ça avait été le cas aussi sur le Rwanda et les procès rwandais. Donc ça, c'est aussi très bénéfique. Bon, j'en ai peut-être encore une à vous poser à chacun d'entre vous. C'est alors quels sont les défis actuels et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour remplir pleinement vos mandats respectifs? De ne plus avoir d'emploi. C'est pour les bonnes raisons. C'est pas que le Moreno Ocampo avait dit fameux, enfin, de manière fameuse, peut-être pas très, enfin, que idéalement, on devrait tous que la CPI ne devrait pas avoir besoin d'être pertinente. Et la CPI, d'ailleurs, est une juridiction, enfin, je pense qu'on pourrait dire en français résiduelle. La CPI ne devrait pas avoir besoin de faire quoi que ce soit parce que les États qui en sont membres, la juridiction seulement sur les États qui en sont membres, leur première obligation, c'est eux-mêmes de juger ces crimes et leurs ressortissants. Et c'est à défaut qu'ils soient incapables ou la volonté. De pas en avoir la volonté, que là, la CPI peut être saisie. Et c'est d'ailleurs certains amicus auprès dans l'affaire de Gaza ont évoqué. Bon, enfin, les défis, ils restent toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire de toujours pouvoir engager avec les victimes survivantes et la communauté plus large pour leur permettre de garder espoir, pour leur dire qu'il va y avoir justice, pour reconnaître leurs besoins de cette justice-là. Vous savez, je disais tantôt que lorsque j'étais on a mentionné, je pense, le premier procureur pour le tribunal des Khmers rouges, il y avait eu 40 ans où il n'y avait rien eu pour 1,4 million de morts sous le régime des Khmers rouges. Et en 2006, il y a eu un tribunal de créer. Bon, enfin, il y a eu plusieurs années, plusieurs procédures d'entamer. Donc, la justice a la mémoire longue. Certainement que les victimes, eux, n'oublient jamais. Les victimes veulent toujours avoir une forme de justice, une forme de reconnaissance. Ça peut prendre beaucoup de formes. Mais le défi premier, il est là. C'est de gérer ces expectatives, ces attentes, de rester engagé. Et il y a des défis institutionnels, il y a des défis structurels. Heureusement ou malheureusement, on a une expérience maintenant de peut-être 25 ans dans la poursuite de ces crimes-là au niveau international sur laquelle on peut puiser.
Ce qui nous permet, entre autres, effectivement, pour le mécanisme, de fournir des dossiers qui sont, comme Maître Bactard l'a dit, qui sont respectés par les juridictions nationales parce qu'ils sont à niveau et qu'on va continuer. Mais je pense que pour moi, le premier, le plus important défi, c'est justement de garder toujours la confiance de la société syrienne pour leur faire qu'ils soient convaincus qu'on sera toujours là dans la mesure où on aura le soutien, évidemment, de la communauté internationale. Ah, il y en a tellement des obstacles et des défis. Je dirais d'abord, s'agissant de la Syrie, l'espoir, c'est que l'Union européenne tienne bon et ne cède pas à la tentation de la normalisation, donc ne laisse pas tomber les Syriennes et les Syriens. C'est vraiment ça le danger immédiat aujourd'hui. La crainte fondée à de nombreux égards des Syriennes et des Syriens, donc c'est que diplomatiquement, politiquement, ça tienne bon et qu'on n'oublie pas et qu'il ne faut pas normaliser avec ce régime criminel. Et puis plus généralement, je dirais, le plus grand défi aujourd'hui, c'est cette justice à deux vitesses, ce deux poids deux mesures qui est dénoncé maintenant de toutes parts et à juste titre. Cette justice pénale internationale qu'on utilise et dont on parle à propos de l'Ukraine et en réponse à la guerre en Ukraine et dont on ne parle absolument plus en réponse au conflit à Gaza. Ça, c'est un grand danger parce que c'est ce qui nuit à la légitimité, à la crédibilité, à l'avenir aussi de la justice pénale internationale. Donc, c'est de continuer à se battre pour que la justice fasse partie de l'équation et que ça soit pas seulement une justice de l'Occident ou une justice des puissants. Merci beaucoup. Je ne peux pas... Oui, pardon. Il y a encore une dernière question. On aura une deuxième. Oui, merci pour votre travail. En fait, si on se situe dans une perspective de mémoire, je pourrais penser aux Arméniens, peut-être pas d'abord, mais on peut situer par exemple les Arméniens, les Juifs, les Cambodgiens, au Rwanda, peut-être aujourd'hui en Palestine, j'en oublie certainement et malheureusement. Vous pensez que la tendance à ce défi contre l'impunité de cette justice à deux vitesses est plutôt en train de s'estomper, ou alors on est plutôt dans une tendance à voir la banalisation des crimes de masse comme étant devenue la norme d'une société qui perd ses repères? Merci. Écoutez, je suis assez vieux pour me rappeler que la CPI était un rêve. Rien dans la communauté internationale pouvait laisser présager qu'il y aurait un jour une entité qui aurait une juridiction supranationale sur ces crimes-là. Oui, effectivement, on est certainement dans une période où les besoins, entre guillemets, sont plus grands et il semble effectivement avoir moins de ressources et de volonté. Mais encore là, j'ai toujours... peut-être que je dois l'avoir, mais j'ai toujours cette conviction-là que à long terme, il va toujours y avoir cette volonté-là de reconnaître et de lutter contre cette impunité-là, parce que les victimes, comme je le dis, n'oublient jamais et qu'ils ont toujours un pouvoir pour faire avancer cette lutte-là, même si des fois, effectivement, il y a des obstacles qui sont beaucoup plus importants que d'autres. C'est une question un peu de politique juridique fiction. Mais en lien avec la crainte d'une normalisation avec le régime syrien, au cas où ça devait arriver, que deviennent est-ce que les personnes qui ont été condamnées, contre qui il y a des mandats d'arrêt, pourraient éventuellement venir en visiteur en chef d'État, enfin, je sais pas, commencer par Bachar el-Assad, venir en visite officielle en France? Malheureusement, tout est possible. Tout est possible. On a bien vu Mouammar Kadhafi, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt par la justice française, être accueilli et planter sa tente à l'Élysée. Tout est possible. On sait, là, le politique et la diplomatie peuvent défaire ce que la justice tente de graver dans le marbre, en quelque sorte. Je dirais que ça rend les choses plus compliquées, sans doute. Ces mandats d'arrêt, ils posent quand même des choses. Ils ont une justice française qui émet 11 mandats d'arrêt contre des dignitaires d'un régime pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. C'est sans précédent. Donc espérons que ça pose des jalons qui rendent la chose sinon impossible, en tout cas très difficile.
Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais juste une petite question parce que j'apprends aujourd'hui la fermeture de Unitad. J'étais pas au courant. Enfin, je peux chercher, mais si vous avez quelques éléments de contexte sur cette fermeture, ça m'intéresse. Oui, la fermeture de Unitad. Je sais pas c'est quoi l'acronyme en français. Je sais même pas s'il y en a un. Je crois pas. Unitad, pour la petite histoire, c'est un mécanisme qui avait été créé. Donc, il y a eu notre mécanisme, il y a eu ensuite le mécanisme pour Myanmar qui était aussi créé, qui a sensiblement le même type de... Et ensuite, il y a eu Unitad, qui lui était un peu particulier dans la mesure où c'était un mécanisme créé toujours par une résolution pour supporter les autorités irakiennes dans la collecte, et la préservation et l'analyse, etc., des enquêtes et de la preuve et des enquêtes et des poursuites pour les crimes commis par Daesh, ISIS ou Daesh, enfin, sur leur territoire. C'était essentiellement un mécanisme beaucoup plus, enfin, intégré, qui devait s'intégrer, devrais-je dire, à la justice irakienne, et qui devait cependant coopérer toujours en respect des principes de droit internationaux. Et l'ONU interprète, entre autres, ces principes-là comme incluant une opposition à la peine de mort. Comme nous, d'ailleurs. Comme, puisque évidemment, on est l'ONU. Donc, le mandat de Unitad était de coopérer, mais seulement dans la mesure où les éléments de preuve qu'il pouvait apporter ne pouvaient pas servir à une condamnation, à soutenir une condamnation qui pouvait entraîner la peine de mort. Et c'est surtout là-dessus que ça a chopé, que la coopération n'a pas un problème à ce niveau-là. Éventuellement, l'Irak a demandé formellement à l'ONU que le mécanisme se retire. Et effectivement, en septembre dernier, suite à cette résolution, ils ont conclu leur mandat. Je n'ai plus qu'à remercier nos deux intervenants pour cette merveilleuse table ronde, pour la clarté de vos interventions, pour quand même une note d'espoir. Nous restons tous mobilisés et optimistes, notamment portés aussi par le dynamisme de la société civile syrienne, des Syriennes et des Syriens victimes et témoins de ces crimes. Donc il faut rester mobilisés. Et je vois qu'on est mobilisé toujours au niveau international au travers du mécanisme, et aussi au niveau national porté par des ONG et des avocats très investis. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.